Oui, je sais, nous sommes en avril et je sors seulement mes vidéos de fin d'année, habituelles, annuelles, comme vous voulez, de top, flop sur les films, jeux vidéo. Ouais, bah, ça, en fait, vous savez pourquoi? C'est parce que, bah, l'année 2025 était tellement pourrie, niveau cinéma, niveau divertissement pour moi en général, parce que les jeux vidéo, c'est pas forcément mieux. Enfin si, c'est mieux, c'était bien mieux, mais c'était pas ouf non plus. Ça m'a totalement démotivé. Je crois que le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'était Zootopie 2. Globalement, moi, alors mon record, niveau de films vus au cinéma, c'est 2019, 52 films, dont certains que j'ai vus plusieurs fois. Donc en tout, voilà, je suis allé 60 fois au cinéma, on va dire à peu près. Et globalement, les autres années, c'est toujours autour de 30-40 films. En 2025, j'en ai vu 12. C'est vraiment symptomatique d'une année pourrie en fait. Donc vraiment, c'est pour vous dire en fait à quel point j'étais démotivé, à quel point l'année était pourrie, à quel point j'ai boycotté des films aussi, hein, Les 4 Fantastiques, Superman. Donc il y a ça aussi qui joue, mais vraiment là ouais, je suis allé voir en plus que des gros films, vraiment à licence. Il n'y a pas un truc qui n'est pas d'une licence dans ma liste là de ce que je vois. F1, à la limite, mais bon, ça reste une marque, un placement de produit pour la F1. On va dire que c'est une licence. Donc voilà, j'ai vraiment regardé aucun petit film. S'il y a des films français, c'est que des comédies à la con, qui me font pas rire ou enfin qui sont nuls ou voilà, des licences en elles-mêmes. Donc vraiment très mauvaise année. Je commence à être totalement démotivé. Enfin là même là, on est en mars. Là, je m'enregistre mi-mars 2026. Je ne suis toujours allé voir aucun film au cinéma. Et surtout, en plus, j'ai pas été aidé par les films de merde, la démotivation totale, enfin tout ce que vous voulez. C'était vraiment l'une des pires années pour moi, cinématographiquement parlant ou pas. Et pour tout vous dire, les films que je voulais quand même voir au cinéma, comme Predator Badlands, Insaisissable 3, Tron Ares, enfin ce genre de trucs, que je ne suis pas allé voir au cinéma, Avatar 3, quand même, démotivé à ce point-là. Je les ai rattrapés en Blu-ray, en streaming pour certains. C'est pour ça que j'ai mis autant de temps, c'est pour ça aussi que je peux faire ce top et flop, hein, grâce à tous ces rattrapages. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette très longue intro. Donc cette année dans les flops, hein, vous savez comment je fonctionne. Le nombre de tops dépend du nombre de flops. Et donc cette année, il y a eu 15 flops, donc vous aurez 15 tops. Gardez juste en tête que voilà, le top sera pourri et il y aura peut-être plein de films où vous direz mais qu'est-ce qu'il fout là, c'est de la merde. Et ben c'est dire à quel point l'année était pas ouf. Bon, s'ils sont là, c'est que j'ai quand même une petite affection, hein, quand même. Bon, en revanche, ce que je viens de dire, on peut pas vraiment l'appliquer au premier film de cette sélection, puisque le numéro 15 est... Personne ne peut garder ce genre de choses pour lui tout seul. Personne. Et pour ça, justement, il faut pas rester seul. Mais pourtant, ta critique, elle est plutôt négative. Oui, mais bon, c'est un film Marvel, donc oui, je l'ai acheté parce que je suis un pigeon. Je compte le revoir. Sans doute que maintenant que je sais ce que c'est, le film va bien évoluer, je vais plus l'apprécier. On verra. Et si mes craintes sont confirmées, si vraiment je n'aime pas, bah tant pis. Ah, donc tu l'as toujours pas revu depuis alors que tu l'as acheté? Oui, c'est dire si j'ai envie. Pareil pour le numéro 14. Bah du coup, pourquoi il est là? Il me fallait un numéro 15. Voilà, celui-là, pareil, c'est sympa. J'ai plus apprécié quand même, hein, clairement. Mais j'étais pas non plus tout le temps à fond dedans. C'est clairement pas mon itération préférée des 4 Fantastiques. Globalement, si j'avais un chronomètre en main, je pense que ouais, c'est vraiment moyen en fait. J'aime 1 heure sur 2 peut-être. Il y a plein de ventre mou ici et là dans le film, je trouve. Le climax, je réitère, c'est vraiment pas impressionnant. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux. Surtout avec ce méchant quoi que j'adore. Les possibilités étaient infinies. Donc voilà, très déçu. Je dirais que le bon cachet du film, quoi, c'est le style rétro futuriste années 60. Ça c'est vraiment sympa et neuf. Le reste, bon. J'ai les autres films et puis ils me satisfont plus. Numéro 13.
Bon, lui, j'ai fait une critique aussi. Bon, oui, pareil, c'était pas l'amour ouf, hein, pour faire un petit jeu de mots avec un film français sorti cette année. Ce n'était pas l'amour ouf, mais ouais, j'étais quand même plus dedans déjà, même si c'est clairement pas le meilleur de la saga, même si je pense qu'on pourrait supprimer 20 minutes du film, au moins, histoire de raccourcir un peu tout ça. Mais bon, voilà, c'est un Jurassic Park, même pour les plus mauvais, du moment qu'il y a des courses, poursuites avec des dinosaures qui veulent te bouffer, voilà, il y a la jungle et tout, il y a de l'aventure. Globalement, t'es toujours plutôt satisfait, quoi. Numéro 12. Eh ben oui, je l'ai mis dans les tops. Alors je suis désolé, hein, soyez en passant si vous entendez un petit peu les osios autour de moi. Donc oui, je l'ai mis dans le top parce que, bon, faut quand même que j'expose mon CV à tous. Je sais pas si j'en ai un peu rien à foutre de ces sagas, je pense pas, notamment niveau Alien, mais c'est vrai que je préfère Alien à Predator. Mais on va dire que je suis un bon client pour ces deux sagas. J'apprécie bien, c'est sympa, The Predator, j'ai bien apprécié Prey un petit peu, et donc celui-ci aussi. J'adore Predators, le troisième. C'est, je crois, mon préféré d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour dire, je suis très très tolérant vis-à-vis de ces sagas-là. Pareil pour Alien, hein, j'aime bien Covenant. J'ai plus de mal avec Prometheus. Et j'adore les AVP. Mais je reconnais quand même que, ouais, on a quand même vachement perdu, hein. Rien que depuis les Aliens vs Predator, hein, depuis 20 ans, je les trouve quand même beaucoup moins violents les films. Clairement, là, le Predator, pour moi, c'est pas une menace. Je l'ai face à moi, je lui fais un check tranquille, je sais qu'il va pas me tuer, quoi. Celui de Prey, si, quand même. Mais lui, non. Là où, devant Predator, Predator 2, Predators, Prey, je sens que je suis mort. Même les Aliens vs Predator, hein, franchement, c'est un peu le premier Predator que j'ai connu, c'est le premier Predator que j'ai vu en film, donc c'est peut-être pour ça que je suis plus rattaché à celui-là. Mais ouais, lui, je sens qu'il va me buter, quoi. Même si à la fin du premier film, il fait équipe avec une humaine et que c'est très bien fait pour moi et tout. Enfin, franchement, j'adore ce film, vraiment. Même ce film-là, vous voyez, AVP qui est décrié. Non, je vois qu'il y a quand même un moment entre le premier AVP et ce film-là, quoi. Parce que oui, ce film-là, je l'ai apprécié, c'est sympa. Mais c'est le bas de la saga pour moi, quand même, hein. Déjà, c'est le bas du classement. Donc, c'est dire. Donc voilà, c'était, pour un avis global, c'était sympa, divertissant, j'ai passé un bon moment, je suis content de l'avoir vu et tout, je suis content de l'avoir même parce que je l'ai acheté, parce que je l'ai pas vu au ciné. Donc voilà, c'est sympa, il y a mieux, mais il y a tellement pire aussi, mais il y a mieux, j'ai des petites choses à lui reprocher, on va y venir, mais voilà, c'est sympa. Bon déjà, tout comme Durandal qui trouve que les T800 sont un peu moins stock qu'avant, comme il dit, bah moi je trouve que là les Predators sont moins imposants qu'avant. Enfin, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai encore l'image de. Je crois que c'est ouais, c'est Alien vs Predator qui me fait me fourvoyer un petit peu parce que bah, j'ai l'image de la petite meuf menue à côté du gigantesque Predator avec son armure et tout qui est vraiment colossal à côté d'elle. Donc c'est peut-être pour ça que en fait ils sont juste un peu plus gros que nous. Mais ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus petits que d'ordinaire. Bon, lui, il est jeune, donc on va dire que c'est ça, mais pendant tout le film, je me suis dit, ouais, à mon avis, je me dis ça, mais c'est parce que j'ai pas de point de référence, tout comme les vaisseaux Star Wars, quand ils sont dans l'espace, on se rend pas compte à quel point ils sont grands. C'est quand on les voit, quand on voit un humain à côté, en train de marcher à côté, qu'on se rend compte à quel point ils sont grands. Ou qu'on les voit sur une ville, au-dessus d'une ville ou je ne sais quoi. Mais donc là, je me suis dit, bon, il n'y a pas d'humain à côté, c'est pour ça qu'il me semble plus petit. Mais en fait, non, parce qu'après, bah, il y a cet androïde qui arrive et puis elle est pas forcément plus petite que lui, quoi. Parce qu'elle tient dans son dos et on voit qu'ils ont quasiment la même taille, quoi. D'ailleurs, on y vient à elle. Première surprise du film, c'est une androïde. Je savais qu'il y avait une meuf dans le film, mais je savais pas du tout que c'était une androïde. Alors, le film, pareil, pour le traitement du Predator, ça rejoint ce que je disais quant au fait que je le trouve pas si menaçant que ça. Je le crains pas vraiment, alors que pourtant il est énervé, il est en colère, il veut en découdre, notamment avec son père. Ouais, un Predator a des daddy issues, comme on dit. Oui. Et puis là, en fait, il est épaulé donc déjà par cette meuf, mais voilà, ça marche bien, le fait qu'il accepte son aide et qu'il la traîne avec lui, parce que c'est un outil, pour reprendre ces termes. Donc ça passe. Même si je pense qu'un Predator de l'époque de McTiernan, il voit un androïde, il le bute direct, il le fait exploser avec son canon, là, avant même de comprendre que c'est un droïde, je pense. Mais bon, ça passe.
En revanche, ouais, la petite créature pseudo-mignonne, on va dire, qui vient se greffer à tout ça, bon. Qui en plus s'appelle littéralement Bud, donc copain en anglais. Hein, les films, les buddy movies, c'est ça, c'est les films de copains. Même si j'apprécie ce qu'ils font avec cette bestiole, parce que, enfin, le petit retournement qu'il y a avec cette bestiole, et puis le fait qu'à la fin elle grandisse et tout, voilà, c'est pas mal, c'est bienvenu. Donc quelque part, elle est mignonne, mais c'est temporaire. Mignonne entre guillemets, hein, voilà. Truc aussi qui m'a dérangé quand même, c'est que ça fait vraiment bizarre de voir les Predators parler, parce qu'on était habitué jusque-là à entendre les Predators parler comme The Grudge, avec leur bruit de gorge très guttural et tout. Là, vraiment, voir qu'ils ont un langage articulé est vraiment déroutant, je trouve. Peut-être qu'encore une fois, je suis trop biaisé à cause de Alien vs Predator. Encore une fois, le premier Predator que j'ai vu en film, et que, voilà, avec ces bruitages d'animaux, de grognements, de tigres ou je ne sais quoi, là, qu'il a mis en bruitage au montage. Je suis peut-être trop biaisé par ça, je sais pas, mais non, moi, jamais j'aurais cru voir, je sais pas, un Predator vraiment, qui a un langage articulé, où sa bouche bouge, qui parle comme nous, quoi. C'est vraiment bizarre, je trouve. Alors qu'en soi, bah oui, ce sont des êtres intelligents, hein, ils voyagent à travers le temps et l'espace. Non, pas le temps, mais ils voyagent à travers l'espace. On voit dans les Predators que leur vaisseau ne fait aucun bruit. Donc ils sont putain d'intelligents à ce point-là. Ils ont leur système de chiffres et de lettres, hein, on le voit sur leur cadran et tout ça. Vraiment, ils sont bons, ils sont très intelligents, je suis d'accord, hein, mais ils auraient pu être mythiques aussi. Autre chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est que faut accepter avec ce film que les androïdes de la Weyland Yutani, bah, ils ne peuvent pas voir en regardant des jambes coupées ou des androïdes s'ils sont désactivés ou pas. Parce qu'il y a un moment, la meuf, elle fait genre, elle est désactivée, donc voilà, elle ne bouge pas. Elle fait la marionnette, et le mec la regarde, et puis non, bah c'est bon, elle est désactivée vu qu'elle bouge pas. Ouais, ça me paraît bizarre qu'un androïde ne puisse pas voir qu'un autre androïde de la même compagnie est encore actif ou pas. Et j'ajouterais qu'il puisse même pas être capable de voir à quel robot il s'adresse. Parce il y a un robot du coup qui ressemble à la meuf, elle l'appelle sa sœur, donc à un moment elle se fait passer pour sa sœur, et l'androïde à qui elle parle, bah il s'en rend même pas compte que c'est pas elle. Et sinon, oui j'ai dit que le dernier plan était classe. Il a fini sa quête, clairement, il a fait ce qu'il voulait faire. On finit sur un Predator bien énervé, le titre réapparaît, c'est trop cool, et surtout qu'en plus le titre met 20 minutes à arriver, parce que bah oui, Predator Badlands, bah forcément le titre apparaît quand le Predator est dans les Badlands, justement, dans ce mauvais territoire. Et donc voilà, le titre apparaît à la fin, et juste après le titre, bah, on reprend finalement là où on en était, pour une scène de 20 secondes. C'est même pas du post ou intergénérique, hein, c'est vraiment le titre est réapparu, puis le film continue pour 20 secondes. Et en fait, il y a plein de vaisseaux qui débarquent, et l'androïde demande au Predator, c'est qui ça, ces gens-là, c'est tes amis? Non, c'est ma mère. Ça fait un peu humour. Parce que tu sens que c'est pas parce que c'est maman que ça va être forcément mieux. Donc, enfin pour lui, sous-entendu, il va quand même en découdre, même si c'est moment. Mais moi j'ai dit, mais putain, mais montrez-la. Sauf erreur de ma part, encore une fois, on n'a jamais vu de prédateurs femelles. Donc est-ce qu'ils sont plus chétifs, plus chétives, du coup, les femelles? Est-ce que plus filiformes, je sais pas, enfin plus menus? Ou alors on pourrait pas les distinguer. Donc montrez-la, putain. C'est que ça m'a un peu frustré, mais bon, tant pis. Donc voilà, avis global pour terminer, c'était sympa, c'est quand même le moins bon de la saga, hein, il y a bien mieux. Et puis voilà, numéro suivant. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. 7, 6, 11, 5, Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. moving up and down again. Look at what's in front of you. Demi-tour. Alors lui, pour le coup, je l'ai revu en Blu-ray, j'ai le beau steelbook. Alors, pour faire un petit historique de mon ressenti vis-à-vis de ce film, au cinéma, c'était vraiment mouais. Ensuite, en y repensant et tout, je me dis, ouais, non, c'était quand même putain de cool, c'était trop bien. Et en le revoyant en Blu-ray, je me suis dit, ouais. Donc finalement, en fait, je sais pas sur quel pied lancer avec ce film. Ouais, non, franchement, c'était beaucoup moins bien que... Alors pas que le ciné, du coup, parce que c'était pareil, c'était mouais, mais c'était beaucoup moins bien que bah, mon ressenti après le film. Le fait d'y repenser, tout ça et tout, de me dire comment c'était, enfin voilà. Ouais, c'était moins bien, finalement. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire, j'ai fait une critique aussi si vous voulez. J'ai quand même hâte de voir la suite, surtout qu'en plus, certains disent que non, c'est tout pourri, et d'autres, que je m'y attendais pas,
Non, non, c'est génial, c'est bien meilleur que 28 ans plus tard, premier du nom. Donc, puis je suis quand même curieux en fait de voir de quoi ça va parler exactement, parce que le docteur a l'air d'avoir une plus grosse place. On va découvrir du coup le jeune, est-ce que c'est un méchant ou pas là, le petit garçon, les blonds là en gros. Donc j'ai quand même hâte de voir la suite, mais on en reparlera en top flop de l'an prochain. Donc voilà, je suis pas dégoûté pour voir la suite, hein, mais c'est vrai que celui-là finalement, ouais non, je me suis trompé, c'est moyen quoi. En le voyant en ciné, j'avais raison. Et après, en y repensant, bah, c'était faux. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Franchement, voilà, on est encore dans le top moyen, quoi. Numéro 10. Depuis quand il y en a un rouge? C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Ouais, je l'avais complètement oublié celui-là parce que quand je me suis enregistré et que j'ai dit ce que j'avais à dire pour Thunderbolt et Fantastic Four, je me suis dit voilà, comme ça Marvel c'est plié. Eh ben non, il y en a encore un. Captain America Brave New World, le premier film de Sam Wilson, de Anthony Mackie dans le rôle de Captain America. Ça va. Franchement, lui j'ai revu pour le coup en Blu-ray. J'ai plus apprécié quand même que le premier visionnage. Maintenant que voilà, je sais ce qu'on a eu et tout. Ça partait mal hein, parce que dès le début je fais ah bah je vais noter quelque chose. C'est Ross qui demande vous avez des nouvelles de Betty? Ma fille. Il demande ça à son équipe. Je pense qu'ils savent qui est Betty. Donc là voilà, clairement, c'est pas pour eux qui dit ça, c'est pour nous spectateurs hein, qui auraient oublié que Betty c'est sa fille. Parce qu'après tout, bon, on l'a pas vu depuis 2008. Voilà. Donc tu sens vraiment que c'est pour nous, c'est un peu grossier, mais bon ça va. J'ai rien noté d'autre. C'était franchement sympa, j'ai passé un bon moment et tout. Franchement, j'aime bien ce film. C'est le meilleur film Marvel pour moi de cette année. Voilà. Numéro 9. Je n'ai qu'une chose à dire. Ouf. Non, parce que ce film-là, je ne voulais absolument pas le voir. J'ai mis du temps à le voir. Preuve en est, j'ai attendu la sortie du Blu-ray, je ne suis pas allé le voir au cinéma. Donc j'ai découvert chez moi, j'ai eu bien peur. J'adore le steelbook. Donc, pourquoi ouf? Parce qu'il est réalisé par Michael Chavez. Michael Chavez a réalisé La Malédiction de la Dame Blanche, que j'avais moyennement aimé au cinéma et que j'avais bien redécouvert en Blu-ray, en l'achetant et tout. J'étais content, il avait monté dans mon estime. Ensuite, il a fait l'effroyable Conjuring 3, qui est une daube, et lui, je l'ai revu en Blu-ray, c'est toujours de la daube. La Nonne 2, lui, il a bien vieilli. Il était dans mon flop de 2022, 3, je sais plus, et puis il était quand même dans les premiers numéros quand même, ou alors en moitié, je sais plus, j'avoue. Mais voilà, il était quand même bien haut, je trouve. Et non, il a bien augmenté dans mon estime et tout. Globalement, ce que j'avais dit, c'est que j'aime pas la fin, ça fait plus film d'action que film d'horreur. Mais il est finalement pas si mal. Et donc, voilà, ça suffisait pas, parce que j'avais toujours le balai dans le cul de Conjuring 3 en mémoire. Et non, finalement... Bah, de toute façon, c'est la vidéo des tops, vous le savez. Mais voilà, je n'ai pas été déçu de ce Conjuring 4. Ce n'est pas le meilleur, absolument pas. Je dirais que le 1, c'est le premier, ensuite le 2, et ensuite le 4, et ensuite le 3. Disons qu'en fait, c'est pas le film que je me referais très souvent. Alors que le 1, je peux me le regarder comme ça, tranquillement. Il n'y a pas de souci. J'adore le 1. C'est le 1, quand je le regarde, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'aurais aimé réaliser? Mais tant pis, je ne suis que moi. Et c'est un de ces films comme ça où je suis très envieux, j'ai très envie de le réaliser. Mais enfin, de réaliser quelque chose comme ça. Et là, le 4, non, c'est pas le cas. Mais franchement, première chose que j'ai dite une fois le film terminé, waouh, Mr. Chavez a pris des cours de cinéma ou c'est comment? Parce que franchement, alors La Nonne 2 était déjà pas dégueulasse, hein, mais puis même La Dame Blanche, moi j'avais pas de souci particulier, ni même Conjuring 3, techniquement parlant. Ah oui, comme dans le 3, ouais, par contre il y a des effets spéciaux de merde, hein. Ça c'est sur les paysages et tout, c'est dégueulasse. Mais voilà, sinon, vraiment, pour ce qui est d'instaurer une ambiance, de filmer ces acteurs, enfin les personnages comme vous voulez,
Vraiment, je sais pas, il y a une, j'ai l'impression de voir un Conjuring, en fait. C'est peut-être parce que, bah, il reprend tous les poncifs habituels de la saga Conjuring, à part le 3. On voit une famille, on voit comment ils vivent, on s'attache à eux avant même de s'attacher aux arènes et tout et de les suivre, surtout eux, enfin voilà. Je sais pas, mais c'est ouais, j'ai vu un Conjuring, là, contrairement au 3, là. Donc déjà, voilà, en termes de ressenti, c'était pas mal. Niveau, scène d'action, enfin, niveau lapsus. Niveau scène d'épouvante, j'ai sursauté une fois et globalement l'ambiance n'était pas très très éprouvante, mais ça a été quand même quoi. C'est pas une daube et c'est pas surtout un film d'action déguisé en film d'horreur quoi. Donc c'est tout ce que je demande. Je pourrais comprendre qu'on ait peur devant ce film quoi. Globalement, qu'est-ce que j'ai noté? Alors un truc con quand même dès le début, c'est qu'il y a une voix off de Lorraine, je crois, hein, qui nous dit dès le début, oui donc c'était en 1964, on était jeunes et tout, voilà. Bref, elle dit l'année. Ensuite, c'est filmé, les personnages, enfin on voit la meuf victime qu'ils vont voir et tout, et les Warren, on les voit que de dos, sur le côté, un peu comme la scène d'intro du 1, quand ils vont voir les victimes d'Annabelle. On met un temps quand même avant de voir leur visage. Là, il a refait la même chose. Pourquoi? Pour nous cacher qu'ils sont jeunes. Voilà, pour révéler ces doublures numériques ou ces vrais acteurs, je sais pas, c'est bizarre, pour nous révéler ces doublures plus jeunes, voilà. T'as vraiment l'impression que c'est filmé en mode hey, tu attendais pas, ils sont plus jeunes. Bah si, 64. Et à partir du moment où on les voit plus jeunes, on voit leur visage, là, le film se dit non mais ils ont dû oublier que c'était dans le passé. Parce que quand même, la voix off de Lorraine qui nous disait en quelle année on était, c'était il y a 2 minutes. Donc du coup, ils mettent 1964. Voilà, ça s'affiche à l'écran. On s'est pas endormi en 2 minutes, mec. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même continuer dans les petits trucs un peu décevants, dont j'avais parlé d'ailleurs dans ma critique, enfin dans le flop. Comme quoi il y avait des bons trucs. Hein. J'avais dit qu'il jouait beaucoup avec, je sais pas, les silhouettes qu'on peut un peu percevoir dans le noir, le fait de jouer avec les journaux pour former la nonne et tout. Enfin voilà. Visuellement, il jouait beaucoup. Il y a un moment, il y a un personnage qui est dans un sous-sol et on voit. Et lui aussi, le personnage voit quelqu'un dans le noir un petit peu, mais il arrive à percevoir une petite silhouette. Et quand il allume, bah en fait c'était juste un poster. Sauf que clairement, on voyait la forme humaine, quoi. L'explication du poster, ça ne tient pas parce que ça descendait plus bas, quoi. Il y avait un ventre, des jambes et tout. Et j'aurais bien aimé qu'il joue avec le décor pour nous dire ah bah en fait c'est ça, c'était un bout de manteau ou une étagère qui faisait la forme d'une jambe. Ou enfin voilà. Je pensais qu'il allait faire ça, mais non, c'est juste un poster. Donc c'est un peu nul quand on a vu La Nonne 2 quoi, et qu'on a déjà vu bien mieux. C'est un peu nul comme effet, pas mal décevant. Autre truc qui est un peu nul comme effet, surtout quand t'as vu, encore une fois, un autre film de Michael Chavez, Conjuring 3 cette fois-ci. Il y a encore le coup de l'exorciste qui sort d'un prêtre, pardon, qui sort d'une voiture et puis qui met son chapeau avec sa petite mallette et puis qui va dans une maison. Voilà. Visuellement, très connoté exorciste. Il le fait exprès, c'est sûr. C'est pas autant appuyé que le 3, hein, parce que le 3 c'était dans la nuit, il y avait vraiment la lumière et puis la fumée un petit peu de la nuit, enfin bref. C'est pas autant appuyé, là c'est la journée en plus. Mais bon, on a compris mec, tu aimes ce film. Une réplique con de Ed Warren à un moment, c'est parce qu'il y a une fête chez lui, je sais plus pourquoi d'ailleurs. Mais bon, il y a une fête chez lui, ça doit être son anniversaire ou un truc comme ça. Et puis il dit, il remercie sa femme, merci chérie, tous ceux que j'aime sont là. Ça coupe à ce moment-là, et là on voit sa fille qui arrive en voiture. Donc elle n'est pas encore là, au moment où il dit ça. Je ne sais pas comment elle le prendrait. Et petite incohérence relevée par ma chérie, suivez bien dis donc, c'est qu'il y a un moment, bah, en fait ils vont chez la famille victime du diable ou je ne sais quoi, et puis du fantôme de l'histoire, parce qu'ils savent que leur fille est là-bas. Donc ils vont chez eux, juste pour récupérer leur fille, parce qu'ils s'attendaient bien sûr à ce que les gens leur demandent « Vous voulez pas nous aider et tout ?» Puis eux ils disent non catégoriquement, et c'est leur fille qui arrive à les convaincre. Elle arrive à les convaincre donc, ils vont dans leur voiture et puis ils récupèrent tout leur matos. Donc les espèces de microphones là, enfin je ne sais quoi, pour s'enregistrer. Oui alors je suis avec la famille, etc. Nous sommes le 86, je sais plus quoi, j'ai oublié la date. Mais voilà, donc pas mal incohérent, ils vont chercher leur fille, que leur fille. Ils ne veulent pas aider la famille victime, mais ils ont tout leur matos dans le coffre. Ils font jamais de course ou c'est comment? Il y a un moment, il va falloir enlever tout ça du coffre, quoi. Et enfin, un truc bien du film, c'est que le film insiste beaucoup sur le temps qui passe. Voilà, ils sont plus vieux maintenant, le temps a passé, il y a moins de gens qui viennent à leurs conférences, beaucoup moins. Donc on sent clairement que entre les années 70 et 80, les gens ont totalement changé d'état d'esprit. Ce n'est plus du tout la même mentalité, les gens ne pensent plus à ça. Clairement pour eux, les gens sont moins pieux d'ailleurs, et puis les gens y croient moins surtout.
Et en plus, on se moque d'eux en faisant des refs à Ghostbusters, qui est sorti 2 ans plus tôt à ce moment-là du film. Donc voilà, c'était pas mal pour ce côté, le temps a passé, et clairement, ce ne sont plus les héros d'avant, quoi. Donc voilà, c'était bien sympathique, c'était pas du tout le plus terrifiant, c'était pas le plus passionnant, surtout qu'en plus c'est le plus long, 2h15, et on les sent quand même, hein, j'avoue. Donc, mais voilà, ce n'est pas du tout la grosse daube qui est Conjuring 3, et ce ne sont pas les films moyens, moyens plus, La Nonne 2 et Malédiction de la Dame Blanche, enfin un petit peu quand même, c'est dans le même lot en fait. Ça reste pas ouf pour un Conjuring, après le 1 et le 2, mais c'est tellement meilleur que le 3 que franchement voilà, on peut que être content quand même. Numéro suivant. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Bon, pour le coup, pour ce film, je vais pas être très original, je l'avoue, je suis désolé, mais je rejoins beaucoup de gens, pas ceux qui disent que c'est de la merde, non, ceux qui disent « Ah, la première partie, géniale, mais alors après, dès que le méchant du film débarque, ouais, bof. » Et toute la fin à la Benny Hill, ça je l'ai vu un nombre incalculable de fois dans les commentaires, mais la fin un peu burlesque, comique, ça m'a totalement sorti du film. Déjà, la fin avec le méchant poursuivi par un petit groupe qui est totalement apeuré, et voilà, c'est ridicule, enfin, il traverse les murs et tout, enfin, il traverse, oui, des murs, des baies vitrées de maison comme si c'était du papier alu, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce de vitre en sucre pour le cinéma. Enfin, c'est totalement ça, quoi, tout est du polystyrène, il traverse tout facilement. Donc c'est ridicule déjà comment c'est fait. Et puis oui, il y a quelqu'un qui se fait attaquer par un... Bon merde, Josh Brolin qui se fait attaquer par le drogué là. À chaque fois il lui met un pain et il retombe au sol. Et il se relève. Ah, pff, un autre pain. Il retombe au sol. Il se relève. Ah, pff, un autre pain, etc. etc. Enfin, c'est ridicule parce qu'à chaque fois il arrête de gueuler et il reprend quand il se relève. Enfin, c'est ridicule. La méchante est pas mal, hein, ce qu'elle fait, comment elle est, tout ça et tout. Elle est pas trop ridicule, je dirais. Reste qu'elle amène, avec son attitude et tout, elle amène un côté cool et fun au film que je trouve pas si bienvenu parce qu'en fait, la tension, l'épouvante et tout, jusque-là, était tellement bien géré que je trouve que ça gâche un peu tout. Et de base, hein, vraiment, ce film devait être dans les flops, mais je me suis dit, j'ai tellement adoré la première heure et les 20 premières minutes du film, 1h20 du film, sur 2h02, sans compter le générique, 2h08. Donc 1h20 sur 2h02, je vais pas le foutre dans les flops pour ça quand même. Donc ouais, j'ai du mal avec la fin, mais le début est tellement bien, j'adore ce côté chapitrage, dilution de la fonction sujet. Oui, le côté puzzle, tous les éléments qui s'imbriquent petit à petit, le fait qu'on apprenne plein de choses. L'aspect très dérangeant de la façon de courir des victimes / méchants, notamment ouais, Benedict Wong, avec ses gros yeux et tout, puis ses envies meurtrières, enfin ça marche super bien je trouve. Donc voilà, franchement, je reconnais au film plein de qualités, ça a bien marché sur moi, même les scènes de tension, les petites scènes de jumpscare à certains moments. Franchement, la première heure fout quand même les boules à certains moments, hein, pas tout le temps, mais il y a des bons trucs qui marchent bien. Et oui, quand même, je peux le dire, j'aime ce film. Et un truc que je trouve un peu con, c'est que on sait pourquoi elle fait ça à ses enfants. C'est pour guérir de sa maladie, enfin, très certainement qu'elle aspire leur énergie vitale, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais donc j'avais dire, ok, oui, c'est une sorcière, et puis elle fait ça comme ça, voilà. Ok. Mais on apprend quand même à certains moments du film que ça fait déjà 1 mois qu'ils ont disparu, et on la voit pas aller forcément mieux. Elle est quand même meilleure que la première fois qu'on la voit dans le film, enfin quand elle descend de la voiture, du point de vue du petit là, Alex. Mais et le lendemain aussi, quand elle est dans son lit, puis qu'il ouvre la porte de chambre et tout, c'est sûr, elle a l'air en meilleure forme. Encore que elle pouvait très bien jouer la comédie à ces moments-là, hein. Mais je sais pas, je trouve que 1 mois pour si peu, c'est pas ouf, quoi. Donc je sais pas, enfin, pourquoi elle prend autant de temps? Est-ce que c'est son processus, hein? Ça dure un certain nombre de temps, il faut une lune spéciale,
Il faut, je sais pas, faire une potion qui dure 2 mois. Je sais la préparation de la potion dure 2 mois. Je sais pas. En fait, c'est voilà, c'est le truc qui est un peu con, c'est qu'on en sait pas plus. En 1 mois, on n'a pas vraiment l'impression que les choses bougent pour elle. Très clairement, en fait, pour qu'il y ait un happy end, quoi. C'est non, bah, c'est bon, les enfants sont libres. Bon, happy end, pas si happy que ça, mais au moins ils sont pas morts, quoi. Ils ont pas été déchiquetés, désossés, comme, Pennywise ferait, quoi. Il y a encore une petite chance et c'est ce que j'ai trouvé un peu nul. C'est que, OK, elle fait ça pour se guérir, mais la guérison, on la voit pas totalement, quoi. En 1 mois, encore une fois. Voilà, c'est ça qui me dérange. Mais sinon, voilà, c'était plutôt sympa, les personnages sont sympathiques pour la plupart. J'ai bien aimé les suivre. J'ai adoré le montage et puis, le fil narratif et tout, enfin, c'était cool, quoi. Numéro suivant. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Lui, pareil, je ne l'ai pas revu, peut-être parce que j'ai un peu peur. Ce qui me dérange un peu vraiment là dans le fait de le revoir et tout, c'est que j'ai peur de m'ennuyer. Ce qui n'est pas arrivé quand je l'ai découvert au cinéma, parce que là je découvrais le film et puis bah ça passait plutôt bien. Mais j'avoue que j'ai un peu peur de me le refaire parce que maintenant je sais qu'il n'y a que 2 scènes d'action, quoi. Le sous-marin qui m'intéresse pas plus que ça, hein, même si le décor change et tout, enfin que c'est dangereux. Ouais. Mais et du coup la scène d'avion qui elle m'intéresse beaucoup plus, mais c'est à la fin, donc ça dure vraiment 5 minutes. Ouais, franchement, je vous dis pas que j'ai un peu peur de le revoir, mais globalement, je me souviens que mon avis était quand même globalement plutôt positif. Je l'aime bien comme conclusion, même si on aurait pu faire mieux, notamment niveau action, parce que la première partie, elle en a beaucoup plus quand même. J'aurais bien aimé qu'il fasse l'inverse, mais bon, tant pis. Et en plus, j'aurais compris, quoi, parce que bah, voilà, c'est le dernier, donc le climax, donc grosse scène d'action, quoi. Mais bon, tant pis. Numéro 6. Si on veut s'en sortir vivant, faut qu'on tienne jusqu'à l'aube. C'est quoi ça? Pareil, pas revu encore, mais j'ai très hâte de le faire découvrir à ma chérie. Je me souviens que c'était vraiment sympathique, j'ai vraiment apprécié ce film-là. Je ne jouerai pas au jeu parce que pour moi c'est pas un jeu, c'est juste du... C'est pas du point and click, mais en gros, A, mentir, B, dire la vérité. Puis voilà, tu fais ça, quoi. C'est tout. Ça m'intéresse pas du tout. Je préfère regarder bah, des gens qui regardent à ce jeu-là, comme ça au moins, je vois au moins la réaction de la personne et tout, puis au moins c'est coupé, c'est monté, je me tape pas tout. Donc c'est le cas, hein. J'ai vu à l'époque les vidéos de Squeezie, parce que je l'aimais bien à l'époque, et puis voilà, c'était sympa à suivre. Mais donc je suis content quand même que le film se soit éloigné de l'histoire du jeu, comme ça au moins on a 2 trucs différents. Est-ce qu'ils vont faire des suites? Est-ce qu'ils vont vraiment adapter un jour le jeu en film? Ce qui pour moi, ça vient un peu à rien, mais bon, s'ils veulent, hein. Je suis pas fermé à l'idée d'avoir des suites ou quoi, ou des spin-offs, je ne sais quoi, mais du moment que c'est pas la même histoire, ou au moins si c'est le même scénario, ouais, que ce soit vraiment inventif dans les morts, dans les péripéties, tout ça, ce qui paraît un peu logique, hein, mais bon, avec Hollywood, on n'est jamais sûr. Mais voilà, je suis pas fermé à l'idée d'étendre la saga, on va dire. Donc j'attends de voir ce que ça va devenir. Est-ce que ça a été un bid ou pas? D'ailleurs, je sais même pas vraiment. Est-ce que ça satisfait le studio ou pas? Mais en tout cas, moi, oui, preuve en est, il est en 6ème place. Numéro 5. On s'est éclaté. Encore une fois, je suis content parce que ça fait du bien de voir des films qu'on apprécie. Et je suis rassuré parce que Insaisissable 3 que j'attends depuis 2022, je crois. C'est pas aussi longtemps que ceux qui attendent le 3 depuis qu'ils ont vu le 2 au cinéma en 2016. Mais voilà, ça fait quand même longtemps que je l'attends. J'ai découvert les 2 avec mes parents le même soir. Ils ont bien aimé aussi, comme moi. Et puis j'étais content parce que j'ai appris, du coup, après avoir vu le 2... Est-ce qu'il y a un 3 de prévu? Eh bah oui, c'est ce soir-là que j'ai appris qu'un 3 était prévu, donc depuis ce soir-là, je l'attends. Parce que oui, voilà, encore une fois, est-ce que je suis trop con, trop bon public, trop bon client, je ne sais pas, mais oui, j'aime les Insaisissables, le 1 et le 2, même plus le 2 que le 1, alors qu'il est plus décrié, je sais, mais je sais, c'est pas cohérent, parce que ce sont juste des prestidigitateurs, mais ils font clairement des trucs magiques et tout, je sais,
c'est un défaut que je reconnais. Le film ne sait pas sur quel pied danser. Enfin, c'est trop facile, quoi. Et clairement, ils sont trop forts. Beaucoup trop forts. Ils sont pas très forts. Ils sont trop forts. Donc, c'est clairement un défaut, je le sais, mais voilà. J'aime bien comment ils arrivent à me piéger. Tout comme les spectateurs, enfin voilà. Pourtant j'en ai rien à foutre hein, des spectacles de prestidigitation dans la vraie vie, hein, ou sur YouTube, ou je ne sais quoi. Parce qu'il y en a qui font des vidéos comme ça. Mais voilà, j'en ai rien à foutre en vrai, mais dans les films, je trouve ça super sympa. Je trouve que les films marchent super bien, qu'ils sont vraiment agréables à regarder en fait. Donc oui, j'avoue, je leur pardonne tout, un petit peu trop facilement, je dirais. Parce que ils me font passer un bon moment, voilà, je passe 2 heures vraiment géniales où je me fais manipuler comme une marionnette. Et puis j'aime ça, voilà, tout simplement. Alors, ce troisième film, déjà, niveau réalisation, je l'ai trouvé sympa parce que, encore une fois, c'est un nouveau réalisateur. Mais c'est bien, ça fait comme Mission Impossible, c'est chaque nouvel opus, un nouveau réal. Niveau réalisation, j'ai noté des trucs sympas, jusque dans les synthés. Les synthés, c'est les petites explications, enfin le texte qui apparaît quand vous voyez 2 ans plus tôt, Paris, France, enfin voilà, pour vous donner des indications sur le lieu ou le temps. C'est ça les synthés, c'est les petits textes qui apparaissent. Il y en a un, ils sont en Belgique, donc il y a marqué Belgium au sol, de travers, en italique, et puis les gens marchent dessus, mais clairement il est pas là quoi, parce que c'est un synthé. Ils l'ont pas vraiment écrit sur le sol, le mot Belgique. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa. Il y en a un aussi, à un moment, ils arrivent à un château en France, le château de Roussillon. En fait, l'écriture château de Roussillon, c'est comme si c'était projeté par le soleil. Le titre apparaît, quand des personnages passent devant le soleil, et du coup, le titre disparaît. Et j'ai trouvé ça super sympa, c'est franchement... j'ai jamais vu ça ailleurs, quoi. Et donc, je sais, c'est rien, c'est un petit détail, on s'en fout, c'est pas ouf, mais putain, pour insaisissable, trouver des trucs comme ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, après, c'est facile, hein, parce que insaisissable, c'est quoi? On suit des prestidigitateurs, ils sont sur scène, il y a des projos, donc, voilà, faire le lien, le soleil, c'est comme un projo, et puis du coup, là, c'est le projo du synthé, enfin voilà. C'est peut-être facile à trouver, mais franchement, faut y penser. Et j'ai trouvé ça super génial, je trouvais ça vraiment très cool. Et en plus, j'ai appris avec la critique de Durandal que j'en ai loupé un autre de synthé. Il explique, il le montre vite fait en vidéo, le synthé dont il parle, et je ne l'ai pas vu dans le film. Donc je l'ai loupé, donc voilà, il y a encore plus comme idée visuelle pour les synthés, donc voilà. Alors là, on va passer à du mauvais. Bon, c'est du mauvais VF. Parce que oui, j'ai découvert le 1 et le 2 avec mes parents, donc en VF. Donc le 3, pareil du coup. Et je sais pas si vous savez, mais la voix de Morgan Freeman est décédée. Et pour la bande-annonce, ils lui ont mis une voix. Et je suis allé voir un pote en lui disant « Ouh, tu te rends compte qu'ils ont mis la voix de Jimon Hounsou ?» Donc Shazam, quoi. Une voix de badass, de jeune quand même, pour Morgan Freeman. Un petit vieux frêle, fragile. Ça fait très bizarre. Donc je pensais que c'était que pour la bande-annonce le temps de trouver quelqu'un. Non. Ce sera donc la nouvelle voix de Morgan Freeman. Alors j'adore la voix de Jimon Hounsou, hein, mais pas sur Morgan Freeman. Non. Enfin, je dis la voix de Jimon Hounsou, la voix française du coup, parce que c'est pas lui qui se redouble en français. Donc voilà. J'adore ta voix, hein, monsieur le comédien de doublage. J'adore ta voix, y a pas de souci. Mais alors sur Morgan Freeman... Ça passe, hein, mais moi je vois Jimon Hounsou, quoi, du coup. Enfin, ça fait très bizarre, hein. Faut changer, faut trouver quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Ouais, puis je dis la voix de Jimon Hounsou, mais même la voix de Idris Elba, tout simplement, si vous le connaissez plus. Voilà, imaginez Idris Elba, imaginez sa voix dans sa tête, sur Morgan Freeman, ça fait très bizarre. Et d'ailleurs, tant qu'on est sur Morgan Freeman, je vais divulguer quelque chose. Les gars ont essayé de nous faire de la dramaturgie sur la mort de Morgan Freeman. Dans le film, je veux dire, le personnage. Pour rappel, le personnage de Morgan Freeman, c'est, dans le 1, un méchant. Dans le 2, on apprend à la fin qu'en fait c'est un gentil. Et puis que bien sûr, oui, je vais me laisser emprisonner parce que je suis un gentil. Et puis il faudrait pas révéler tout ça aux spectateurs. Enfin, aucun sens ça aussi, mais voilà. À la fin du 2, c'est un gentil. À la fin du 2, la dernière scène, ce qui fait qu'en fait, on en a eu quelque chose à foutre pendant combien de temps de Morgan Freeman? À cette dernière scène, voilà, on est content, on apprend, c'est un gentil. Et puis la scène là du 3, sa scène, parce qu'il n'y en a qu'une, celle où il meurt, à la fin, au bout de 10-15 minutes, mais il meurt quoi. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il meure? Alors c'est Morgan Freeman, hein, on l'aime bien, mais son personnage, on s'en branle. Hein. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu incompréhensible d'essayer de nous attrister avec sa mort, mais bon, si vous voulez. D'ailleurs, globalement, dans le film, alors je saurais pas trop dire où, beaucoup ont dit que c'était à partir du château, moi je dirais ouais, c'est dans certaines scènes à ce moment-là, et même après, chez les flics et tout. Bon, il y a un petit, vraiment léger ventre mou
au milieu du film. Surtout qu'en plus, cette scène au château ne sert à rien. C'est pas comme si une des pièces du château ou un objet qu'ils auraient trouvé là-bas leur aurait donné une idée pour le dénouement ou quoi. Enfin, c'est... Ouais, je me trompe peut-être parce que je l'ai vu qu'une fois, donc à voir au second visionnage, mais j'ai l'impression que cette scène au château ne sert à rien en fait. Juste proposer des idées visuelles. C'est pas mal, hein, mais scénaristiquement, ils n'apprennent pas grand-chose. Donc voilà. Globalement d'ailleurs, le film m'a un peu déçu aussi. J'aime bien le film, hein, mais voilà, je dis quand même tout ce qu'il y a de négatif. Il m'a un peu déçu parce que je m'attendais en fait... Quand tu vois la fin du 2, moi j'attendais le 3 pour en savoir plus, justement, sur cet œil, le truc avec son père, là, Mark Ruffalo et tout, qui d'ailleurs ne revient que simplement sous la forme d'un hologramme à la toute fin. Donc oui, il sera là pour le 4, s'il y a un 4, hein, parce que au niveau des recettes, film par film, c'est pas trop ça. Donc voilà, s'il revient pour un 4, on en saura plus, j'espère, mais moi je pense en savoir plus dès ce 3e film. Donc c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçu là-dessus. Enfin, le retournement final, ça fait un peu comme le 2, hein, sans trop en dire, mais par rapport à quelqu'un qui cachait un double jeu, je l'ai vu venir parce que... je vais le dire parce que de toute façon je vais dire un truc sur lui. Donc c'est Charlie, le petit métis. Je l'ai vu venir parce que je le trouvais bizarre. Alors j'ai pas vu venir forcément le retournement, mais je pensais que c'était un méchant, cagoulé. Enfin que c'était un méchant, voilà, en double jeu ou je ne sais quoi. Parce que le fait qu'il soit fan de tout le monde, dès qu'il voit quelqu'un, il le dit « Ah, je suis trop fan de toi, je suis trop fan de toi, je suis trop fan de toi ». Donc ça fait le mec, tu sais, super gentil, parce qu'il est fan de moi, tu vois. Donc on baisse les armes, hein, on fait pas attention, on se méfie pas, il est gentil. Et puis en plus, il est toujours à s'excuser. « Oh, je suis désolé, oh pardon, excuse-moi, pardon, oui, désolé, enfin, voilà ». Donc ce genre de gros fragile qui, forcément, est inoffensif, vu qu'il passe son temps à s'excuser. Voilà, je sentais un truc avec lui. Mais donc, j'ai pas senti le retournement venir. J'avoue, j'étais peut-être un petit peu trop con, mais je l'ai pas vu venir. Mais alors, pour le coup, je savais qu'il cachait quelque chose. Et ouais, petite chose rapide aussi, vers le plan à la fin, pour coincer la méchante, ils utilisent une F1, une Formule 1, une voiture Formule 1. Je sais plus qui est pilote de la voiture, je crois que c'est l'un des 3 nouveaux, mais c'est le blanc. Et il dit « Je suis le meilleur pilote du monde !» pendant qu'il est en train de conduire la F1. Moi j'ai envie de dire, ouais, forcément, quand tu conduis à 30 km/h, ouais, t'es le meilleur pilote. Hein. Ah, c'est sûr, tu risques pas de te planter. Alors je veux bien, c'est pas des grandes routes comme sur les circuits ou quoi, mais... Enfin, d'ailleurs, je dis ça, mais même dans les circuits, il y a des courbes, il y a des virages, et puis pourtant, ils vont quand même vite. Donc, et puis, c'est pas un professionnel, mais quand même, quoi. Qu'il aille au moins à 100, je ne sais pas. Parce que là, franchement, sans déconner, il roule à 50. Ça se voit. C'est ridicule. C'est nul. Donc voilà, en dépit de tous ces petits trucs négatifs quand même, franchement, j'ai passé un bon moment. Je suis pas du tout déçu. J'ai bien aimé. Moi, ouais, je demande un 4e. J'ai pas de souci là-dessus. Numéro suivant. Ce que moi je t'offre, c'est un volant en Formule 1. Le seul endroit, si tu gagnes, où tu peux dire que tu es, sans conteste, le meilleur au monde. Lui, pareil, bizarrement, parce que ça a été dur de l'acheter, je ne l'ai toujours pas revu. Non, très bon film, hein. Encore une fois, je réitère ce que j'ai dit pour ma critique. C'est un film inférieur au Mans 66, mais c'est un film tout à fait appréciable, bien réalisé, très beau, du bon son, d'ailleurs il a eu l'Oscar pour ça, de bonnes scènes d'action haletantes et tout, qui marchent très très bien. Franchement, F1 est un bon film, peut-être un poil trop long, on aurait pu couper 15 minutes, je ne sais pas, mais le raccourcir un peu quoi. Mais franchement... on va pas se plaindre. Hein. Pour une fois qu'on a un bon cru comme ça, on s'en fout. Numéro 3. Waouh, ça aussi c'est du film que j'aurais bien aimé encourager à sa sortie au ciné. Je suis vraiment désolé, mais du coup, je suis pas du tout dégoûté de l'avoir acheté en Blu-ray. Ah, c'est franchement, ça fait du bien. Franchement, ce film-là, je viens de le voir, là, je viens de sauter sur mon téléphone parce que, oui, je me
Je me suis servi mon téléphone pendant le film, mais pour écrire des notes. Sinon, franchement, je m'en suis pas servi. C'était bien, quoi. Ça fait du bien. Pendant le film, je me suis dit, mais en fait, non, c'était pas moi. C'est pas moi, pendant toutes ces années, pendant tous ces mois-là, toutes ces dernières critiques. C'est pas moi, le vieux con aigri qui n'aime rien. C'est juste qu'on nous donne de la merde, c'est tout. Oh là là, Tron était tellement bien. Pour être honnête, j'ai eu du mal à rentrer dedans quand même, comme pour le 1. Il y a un petit résumé au début des épisodes précédents, une recontextualisation pour voilà, te mettre à jour avec le contexte actuel du film, quoi, de la saga, où on en est maintenant après le 2. Il y a plein de personnages qui font leur truc dans leur coin, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'ils font. T'es un peu perdu en fait, comme au début du 1, je trouve. Mais après voilà, tout s'emboîte parfaitement, tu comprends tout, tu comprends qui fait quoi et tout. C'est parfait, c'est génial, et tu rentres dedans. Petite surprise aussi pendant le film, pendant le générique, musique de Nine Inch Nails. Incroyable, ils existent encore, je ne savais pas. Pour parler de la musique justement, bah, c'est une bonne musique dans l'ensemble. Il y a quelques thèmes d'ailleurs qui me font penser à Blade Runner, dans leurs petites notes et tout, ça fait vraiment Blade Runner je trouve. Donc j'ai bien apprécié. Musique que j'ai préférée, en tout cas plus remarquée, je la trouve plus notable que celle des Daft Punk dans le précédent, je suis désolé. Je sais que beaucoup l'aiment, mais elle est sympa, hein, mais voilà, celle-ci m'a quand même beaucoup plus marqué. Même s'il y a des moments moins bons, par exemple le moment de leur évasion là, en milieu de film, à Ares et puis Kim, ouais. Surtout en plus que au bout d'un moment, il y a un mec qui se met à chanter, donc bon, ça reste discret, hein, voilà. C'est pas non plus, faut pas imaginer un chanteur et tout qui se met dans des envolées lyriques, je ne sais quoi, hein, voilà, ça reste discret comme chant, mais voilà, ça tue un peu le rythme de la scène, je trouve. Enfin, la musique est pas ouf. Entre cette scène-là et la scène où il conduit vite la Honda Civic, là, sur le pont, ouais, il a mis Dépêche Mode. Je sais pas, enfin, je trouve que les scènes auraient pu être encore plus badass avec des musiques encore plus badass, justement. Et encore plus cool, mais bon, tant pis. Donc voilà, à ce moment-là, c'était pas ouf. Il y a aussi la première apparition de Kim. Je me dis qu'ils auraient dû ne pas mettre de musique du tout, ou en tout cas pas aussi forte. Ça aurait dû être une musique plus discrète. Je trouvais que ça se prêtait pas du tout à la scène. Mais sinon, voilà, la musique est ouf jusqu'à la fin. Générique inclus, même le menu et tout, enfin, c'est génial, j'adore cette BO. Preuve quand même que le film est très bon. C'est quand la dernière fois que j'ai critiqué une musique de film? Que j'ai dit, ah putain, la musique à ce moment-là et tout, j'ai bien aimé la BO. Je sais même pas. Niveau mise en scène, le film est plutôt généreux aussi. Il y a des petits moments de transition vraiment pas mal. Il y a des lignes de code qui sont en superposition. Parce que oui, le méchant, en fait, il écrit tous ces petits trucs lignes de code sur du tactile, des écrans transparents, enfin voilà, le futur, quoi. Et donc à un moment, voilà, on fait une transition comme ça avec les lignes de code qui se superposent petit à petit sur un building, tout en descendant la caméra le long de l'immeuble et tout, puis voilà. Bref, c'était pas mal. Mise en scène aussi, la moto, la puissance de la moto. Bon, déjà, le fait qu'elle puisse couper des voitures de flics en deux, mais aussi le fait qu'elle s'arrête d'un coup. Moi, je pensais qu'on était passé au ralenti, mais non, la voiture s'est juste arrêtée d'un coup. C'est juste dingue. Enfin, je sais que c'est rien, c'est pas grand-chose dit comme ça, mais vraiment, pendant tout le film, t'as la banane comme ça, comme un con, parce que le film te propose des trucs cool, super beau visuellement et super classe, quoi. Et enfin, c'est génial, j'ai adoré. Ensuite, pareil, il y a un moment, course-poursuite à moto, en ville, c'est la nouveauté de ce film, on suit du coup leur avancée, on filme, je sais pas, en hauteur, à côté d'un building, au 15e étage, on va dire, donc on filme en plongée, la caméra suit les motos, et une fois que les motos sortent du champ, la caméra tourne sur elle-même, et en fait, elle profite du reflet que font les motos sur le building pour en gros ne pas les perdre du regard, on va dire, de la caméra, et continuer à filmer leur avancée sans faire de cut, quoi. Ce plan-là était génial. Franchement, c'est l'un des films les plus beaux visuellement que j'ai vu de toute ma vie. Dès le début, hein, c'est ce que je me suis dit. C'est vraiment magnifique, c'est pour ce genre de film qu'il faut acheter des Blu-ray 4K. Bon, niveau personnage, je les ai plutôt bien appréciés, même s'il y a deux mecs qui me cassent un petit peu les couilles. L'un, parce que tu le vois au début, puis après, il sort du film pendant 1 heure, il revient qu'à la fin, et je l'avais complètement oublié. Et franchement, du coup, je ne sais pas trop à quoi il sert. Et un autre mec, le copain / collègue blanc de Kim, il est à la limite de casser les couilles avec ses petites phrases qui se veulent drôles. Voilà, tu sens que c'est le personnage intégré au Forces, parce que voilà, faut faire rire les gens. Mais bon, il m'a pas vraiment fait rire. Pas une seule fois. Il m'a plutôt saoulé, mais ça va, il est pas non plus trop envahissant. C'est vraiment littéralement des petites phrases qui pop comme ça, ici et là, pour faire rire, quoi. Mais donc voilà, c'est pas trop envahissant, mais il est quand même un minimum chiant, je trouve.
Le méchant aussi qui est pas mal, parce qu'en fait il veut juste sauver son entreprise, sauf qu'il va loin, trop loin. On voit quand même que tuer Kim, ça le fait un peu chier, mais bon, bah, il le fait quand même. Enfin, de donner l'ordre de tuer Kim. Puis ensuite, voilà, quand il se rend compte que son programme lui échappe, quand on tue sa maman, bah forcément, voilà. Il essaye de tout arrêter, mais c'est trop tard. Et à la fin, bon, clairement, ça te dit qu'il va être un grand méchant pour la suite qui viendra un jour ou pas. On ne sait pas. Mais ça va être le grand méchant parce que, ben, il fuit comme un lâche, quoi, en gros. Il fuit la prison, l'arrestation, et il s'en va dans son propre monde pour devenir un programme à son tour. Donc très certainement qu'il va revenir, je ne sais pas. Et la dynamique aussi avec sa mère était vraiment franchement pas mal. Il y a un moment où il lui fout une tarte, comme ça devant tout le monde, parce qu'il s'enjaille un peu trop. Elle est toujours là à lui dire « Non mais tu vas trop loin, non mais arrête, non mais t'es con, non mais... Ok, tu veux sauver l'entreprise, mais tu vas peut-être un petit peu trop loin. » Mais il s'arrête pas évidemment. Et puis il y a un moment, il est tout content parce qu'il a réussi à faire un truc. Et puis il lui dit, en criant « T'as mis au monde un génie, maman !» Et dans un film normal, la mère a répondu oh, « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce genre de phrase hollywoodienne, mon Dieu, mais qu'avons-nous fait? Là non, au lieu de dire ça, elle dit surtout dans la merde, ouais. Ce que j'ai trouvé pas mal et puis surprenant quand même, venant de ce genre de film, Disney en plus, oulala, ils ont dit le mot merde. Non, franchement, c'était une bonne surprise. Pour les défauts, parce que oui, il y en a. Il y a un moment, Eve Kim, l'héroïne, elle est clairement sauvée par l'installation de flotte anti-incendie, parce que bah, ça distrait Athéna, donc elle ne tire pas pour envoyer Eve dans le monde Tron, là, la grille, ils appellent ça normalement. Donc du coup voilà, ça la distrait, puis elle tire pas, puis boum, les 29 minutes sont passées, elle disparaît. J'ai trouvé ça un petit peu facile quand même. Moi j'aurais bien vu continuer la course-poursuite, et puis voilà, faire une bonne scène d'action effrénée, elle arrive toujours à lui échapper, puis au dernier moment, voilà, elle disparaît, puis c'est trop tard pour Athéna. Mais non, donc tant pis. Oui, donc en passant dans les défauts, il y avait aussi les 2 mecs, quoi, comme j'ai dit. Et vers la fin, le climax, en fait le film était tellement généreux en action, en rythme, en adrénaline, tout ce que tu veux, que le climax met un peu de temps à venir, et pendant tout ce temps-là, c'est un peu mouais. Et surtout que c'est un peu risible, quoi, au bout d'un moment, l'alternance entre le chaos dans le vrai monde et le calme, la paisibilité, le calme, oui, du côté de Jared Leto, en fait, qui est dans l'ancienne matrice du premier Tron. Voilà. Donc vraiment, tu te dis... Donc en fait, pendant que le monde est en train de subir l'apocalypse, non, bah reste, il parle, tranquille, fait sa petite vie. Enfin, ça fait vraiment ça, quoi. Quand Zod attaque des shérifs, il visite la forteresse de Solitude. Quand Zod attaque une ville, il se demande ce qu'ils vont manger. Quand Zod fait tout péter, ils dînent et se font des papouilles. Quand Zod attaque la Maison Blanche, il perd ses pouvoirs et se fait casser la gueule dans un bar. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est franchement un putain de film. Au départ, quand j'avais vu que les 2 premiers... Je trouvais que le 1 était intéressant, mais le 2 le battait du point de vue visuel, mais il n'était pas forcément plus intéressant. Donc franchement, les 2 se complétaient, ils s'équilibraient, et en fait, j'arrivais pas à choisir mon préféré. Là, c'est bon. Avec ce 3e film, je l'ai, mon préféré de la trilogie. Ouais. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller Tron Ares, c'est un putain de super bon film. Numéro 2. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée. Il fait partie des films que j'ai rattrapés en Blu-ray, je l'ai acheté, je lui ai donné sa chance et j'ai pas regretté. Alors déjà, le film est original dès son carton d'entrée, parce que très souvent dans les films qui te présentent leur univers, soit il y a, vous savez, les cartons d'entrée là, les petits synthés, les petites phrases qui vous disent dans ce monde il y a ceci, il y a cela, première chose, soit il y a une voix off, des voix off clip show, en gros, c'est tu vois des images du film et puis en fond sonore t'as la voix off qui t'explique, du personnage principal très souvent, ou alors c'est juste un personnage qui explique à un autre personnage ce qui s'est passé, que ce soit au début, en milieu de film, voilà, enfin, et clairement c'est marqué en gros sur l'écran exposition, parce que généralement c'est pas très subtil ou bien fait. Là, c'était original et super cool comme idée. En gros, le film, il reprend l'idée en fait des cartons d'entrée, dans ce monde il y a ceci, il y a cela. Sauf qu'en fait, c'est original, parce que ces synthés-là sont mi-explicatifs, mi-diégétiques. En gros, ces phrases qui t'expliquent le monde dans lequel tu vas être pendant 2 heures, là, c'est la carte qui dit au personnage principal, enfin la lettre qu'il reçoit, qui dit en gros, tu as été reçu, tu peux participer à ce truc de marche ou crève. Et en gros, on sait déjà quasi tout, enfin on sait pas ce qui va se passer dans le film, mais voilà, on sait comment le monde fonctionne et tout.
Alors, je vais y venir tout de suite. Oui, 500 km, 569, je crois, un truc comme ça. C'est abusé. Évidemment, c'est abusé. Je ne suis pas un sportif, mais il y a 2-3 ans, 3-4 ans, j'ai parcouru très exactement 11 km à pied de 21h à minuit 30. Et alors, dites-moi si 11 km en 3h30 c'est bien ou nul, je ne sais pas. Mais vraiment, mon cœur battait très vite, j'avais très très mal aux pieds quand même. Même si ça allait une fois assis, enfin voilà, hein, le lendemain c'était très bien aussi et tout, hein, pas de souci. Mais bref, voilà, je crachais mes poumons. Non, bon, en vrai, ça allait quand même, hein, mais c'était très sportif hein, comme soirée. Là, franchement, 500 km, c'est pas possible. Même si t'es un athlète, si tu t'es entraîné pendant des mois, des années, à marcher 50 km par jour, c'est pas possible. Donc oui, ils abusent. Tu te dis pourquoi autant? Je veux dire 50, 100 km, ça aurait suffi. Je sais pas combien de kilomètres on peut marcher avant de mourir et avant d'abandonner, je sais pas, enfin voilà. Mais clairement, je pense que 50, 100 km, ça aurait suffi. La plupart des gens, voilà, même des sportifs pour moi, crèvent avant 500 km et quelques. Donc je suis quand même conscient des problèmes, mais vraiment les émotions ont passé au-dessus de ces problèmes. J'ai adoré suivre ce groupe, suivre leurs échanges. Je me suis pas emmerdé devant le film. Pourtant, c'est con, hein, mais c'est juste des gens qui marchent. Donc ça peut rebuter. Donc ça peut faire chier plein de gens. Je suis d'accord. Mais j'ai juste adoré, en fait, suivre cette aventure. Clairement, voilà, encore une fois, 500 km, c'est vraiment abusé. Je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête. Enfin, tu sens que c'est le truc hollywoodien de il faut que ça dure. En fait, la première ellipse, c'est quand même 100 km d'un coup, je crois, ou 50, je sais plus. Non, 12. Ouais, 12. Mais très vite, on arrive aux 100 km. Et enfin, tu vois pas, tu sens pas trop la progression, en fait, tu les vois pas plus fatigués que ça. Alors que pour moi, rien qu'à 100 km, ouais, enfin, tout le monde est déjà quasiment mort, en fait. Tu sens que voilà, c'est Hollywood, c'est le grand cinéma, donc faut des grands nombres. C'est presque parce que, je sais pas, ils avaient peur que tous les gens se disent, quoi, c'est tout, ils ont marché que ça, mais ils devraient pouvoir faire plus, enfin, tu vois. Je sais pas. Je sais pas s'ils avaient peur ou pas, j'en sais rien. Je sais pas si c'est comme ça dans le livre ou pas. J'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Mais voilà. C'est sûr, ça gâche un peu le truc, tu te dis non, c'est abusé les gars. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai juste adoré le film. J'ai trouvé d'ailleurs que le film était une belle allégorie de la vie. Je l'ai eu en fait en discutant avec ma copine du film. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est une belle allégorie de la vie ce film. C'est les autres meurent autour de toi, mais la vie ne s'arrête pas pour autant. Tu dois continuer à avancer. Voilà. Je trouvais que la formule était belle. Petite chose que je n'ai pas compris, c'est pourquoi le perso principal, à la fin, toute fin, il n'a pas d'avertissement avant d'être tué. Peut-être que j'ai décroché parce qu'il avait déjà eu des avertissements, donc là, il n'y a pas d'avertissement, on le tue direct. Mais j'ai trouvé ça très cinématographique comme procédé, c'est vraiment, voilà, comme ça. Le gars devant, bah, il se rend compte de rien, ou alors trop tard. Mais voilà, tu sens que ça fait très cinématographique comme procédé, le fait que l'autre ne gueule pas. Et d'ailleurs, juste soit dit en passant, le côté c'est retransmis à la télé, bah, tu le sens pas trop parce que tu vois pas les gens réagir à ça, tu vois à peine les caméras. Et franchement, si c'est retransmis à la télé, enfin, il y a qu'une caméra, quoi, la caméra sur le char ou la voiture, je ne sais plus, et c'est tout, quoi, donc un peu nul, je trouve. Bref, le film numéro 1 de 2025 est... C'est ton choix. C'est ton destin. Tu ne pourras pas le changer. Les règles. Et leurs conséquences. Et donc oui, numéro 1, c'est une gonzesse, Ballerina. Ah, ça, c'était, je crois, bah, mon premier coup de cœur de cette année, je crois. Dans tous les cas, c'est vraiment le film qui m'est resté le plus en tête, le film que j'adorais découvrir au cinéma de bout en bout. J'ai tout simplement adoré ce film, il est super. Voilà, c'est un bon John Wick, sans John Wick, même s'il est un peu là. C'est franchement un film très appréciable, vraiment généreux en action, tout comme il faut, voilà. C'est l'action qu'on n'a pas eu dans Mission Impossible, on l'a eu dans ce film. C'est génial, voilà. Je peux que vous conseiller Ballerina, c'est pas du tout
un truc woke à la con, je ne sais quoi. Ah bah avant c'était un truc de mec, là maintenant on fout une meuf, non. Enfin oui, c'est un peu ça, mais on s'en fout quoi. C'est un bon personnage qui a une bonne quête, un peu cliché c'est vrai, mais on s'en fout. Parfois les clichés, les trucs conventionnels, bah ça marche, et c'est pour ça qu'on les utilise. Donc voilà, c'est pas très recherché. Après tout, bah John Wick aussi, hein, il voulait juste se venger aussi. Hein. Donc on s'en fout, ça marche très bien, l'action est bonne, on est diverti, le temps passe vite. C'est génial. Donc voilà, numéro 1 de cette année 2025 de merde, Ballerina. Et donc avant de se quitter, on va faire le petit jeu de la miniature là, parce que c'est vrai que ça je le fais depuis des années, mais je l'ai jamais vraiment débriefé avec vous en fin de vidéo. Donc le sablier c'était pour Until Dawn, le robot de la Wayland Yutani bah, c'était pour Predator Badlands, où il y en a plein. Le God c'était pour 28 ans plus tard, parce qu'il a marqué avec ses grosses bites. Le Naruto qui court en fond là, c'était pour Évanouie. Le Faucon, bah, Captain America. Le petit avion jaune, c'est littéralement l'avion jaune de l'affiche de Mission Impossible. Hein. On voit même le Tom Cruise encore dessus. La moto de Tron, bon, voilà, vous avez compris. Le crucifix, c'était pour Conjuring 4. La F1 pour F1. Le petit Eric Antoine, c'était pour Insaisissable. Le mec avec la tête en feu, Les 4 Fantastiques. Le mec justement avec le lance-flamme, Ballerina, avec sa sublime scène du lance-flamme qui m'a bien marqué. Le Brachiosaure, c'est évidemment pour Jurassic World. L'astérisque pour Thunderbolt, avec son astérisque à côté du titre. Et la route pour Marche ou crève. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo de fin d'année en début d'année vous a plu. Je vous remercie de m'avoir accordé tout ce temps. Et je vous dis à bientôt sur Citizen Khan pour la vidéo des flops. Salut à tous.